Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat de ce soir sur Al24 News, direction aujourd'hui l'Indonésie, vers qui les regards sont rivés avec l'ouverture du sommet du G20, regroupement toute la société mondiale et les puissants de ce monde. Ce sommet survient sur fond de crise ukrainienne. Celle-ci plane comme un mauvais spectre sur tous les travaux de ce G20, transformé en véritable champ de bataille entre l'Occident et la Russie. Critiquée, fustigée, la Russie était la cible privilégiée des Occidentaux. Bref, un sommet où la discorde n'a jamais été aussi flagrante. Critiques mutuelles et déclarations entre critiques mutuelles et déclarations hostiles, la fissure s'est élargie. Pour en parler ce soir avec nous, Abdelhak Maki, politologue algérien. Il est avec nous par le téléphone en direct d'Oran. Monsieur Abdelhak Maki, bonsoir. Bonsoir, Madame Belkacem. Merci, Gertal, s'il vous plaît. Et Tawfiq Hamel, enseignant universitaire versé dans les questions internationales, est avec nous également depuis Paris par Skype. Monsieur Tawfiq Hamel, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc, comme je le disais, le sommet du G20 s'est ouvert aujourd'hui à Bali, en Indonésie, et à peine commencé que, aussitôt, les divergences ont déjà émergé et sont apparues. Quelles sont les attentes qu'on devrait donc y avoir de ce G20, Monsieur Abdelhak Meki, pour commencer avec vous? En principe, cette rencontre était prévue donc déjà dans le G20 de 2021 pour régler en quelque sorte les problèmes issus de la crise du Covid-19 et puis remettre un peu l'économie mondiale sur de meilleurs rails, en tous les cas, qu'elle est actuellement. Mais bon, est arrivée l'opération militaire russe en Ukraine et que de ce fait, évidemment, c'est elle qui a pratiquement pris tout le temps du débat entre les ministres des Affaires étrangères. Je ne sais pas s'il y a eu débat d'ailleurs du reste, mais du moins le thème essentiel a été la guerre de l'Ukraine, la réunion du G20 à Bali. Elle a commencé justement par une déclaration qui était proposée par les pays occidentaux de la condamnation sur la guerre en Ukraine. Par ailleurs, bon, on a voulu en même temps intimider par là tous les membres du BRIC en quelque sorte, si je puis dire, les BRICS, donc pour dire qu'ils sont encore solidaires. On ne connaît pas, parce qu'il n'y a pas eu un vote là-dessus, il n'y a pas eu de déclaration finale, mais du moins la guerre d'Ukraine a été omniprésente à la conférence de Bali. Oui, Monsieur Tawfiq Hamel, qu'en pensez-vous? Je ne sais pas si vous avez entendu, oui. Effectivement, j'ai bien. En tout cas, je partage le point de vue de mon collègue. Alors, Monsieur Mekker, alors globalement, il faut situer le contexte de la création du G20 pour comprendre à tel point en tous les cas à tel point que ce sommet ne pourra pas atteindre ses véritables objectifs. Premièrement, dans un contexte très très particulier marqué par la guerre en Ukraine. Mais bien avant la guerre en Ukraine, il y avait des tendances qui ont bien précédé la crise de Covid. En fait, sur le fond, fondamentalement, la crise de Covid-19 n'a pas vraiment créé de nouvelles tendances. Elle a plutôt accéléré des tendances qui existaient auparavant. Si vous prenez quelques exemples, la relation entre la Russie et l'Occident, il y avait des tensions bien avant. Les rivalités entre la Chine et les pays occidentaux, ou les Américains en particulier, elles étaient bien avant. Si vous regardez au niveau de la dette publique des États, la dette était très très importante pour tous les États. Ce que je veux dire, sur le fond, la crise de Covid n'a pas entraîné de nouvelles tendances, mais a aggravé certaines tendances qui existaient bien auparavant. Ensuite, il y avait la guerre en Ukraine qui a un peu aggravé la situation, la situation au niveau de la géopolitique mondiale. Et là, on se retrouve dans un sommet qui était censé apporter des réponses à des problèmes qui existaient avant l'intervention russe en Ukraine. Mais finalement, les pays occidentaux, en particulier les Américains, veulent que ce sommet soit un forum pour condamner la Russie. Globalement, souvent, on présente la Russie comme marginalisée
est exclu de la communauté internationale, ce qui est, de mon point de vue, on est très très loin de ce constat. Peut-être il y a un problème avec les pays occidentaux, mais la Russie n'est pas vraiment exclue ou marginalisée sur la scène mondiale. En tous les cas, l'impression est donnée de vouloir l'isoler justement certains pays occidentaux, comme je disais tout à l'heure, l'Occident, par cela, nous entendons donc les États-Unis, mais également l'Union européenne, qui ont été très critiques, dont les chefs de la diplomatie ont été très critiques vis-à-vis de la Russie. Mais bien avant de développer tout ça, nous allons justement écouter la ministre des Affaires étrangères indonésienne concernant justement ces divergences entre les deux blocs qui est de plus en plus apparent. Il est de notre responsabilité de mettre fin à la guerre le plus tôt possible et de régler nos différends à la table de négociation et pas sur le champ de bataille. Donc voilà, cela, c'est en quelques mots que toute la situation aujourd'hui au G20 a été résumée, M. Abdelhak Mekki, à savoir que le G20 s'est transformé un petit peu en champ de bataille, c'est-à-dire carrément la bataille de l'Ukraine sur le terrain s'est transposée ou s'est invitée avec toutes les hostilités qui s'imposent justement à Bali. Qu'en pensez-vous, M. Abdelhak Mekki ? Elle s'imposait plutôt que simplement invitée. Elle s'imposait à cette conférence, c'est-à-dire qu'elle a changé complètement l'objectif de cette réunion. Exactement. Puisque, enfin, je réponds à votre invité, c'est pas moi qui dit qu'il y a des effets du Covid-19, c'est-à-dire la conférence du G20 à Rome a conclu qu'il fallait organiser la conférence de Bali pour régler les problèmes résultant de la Covid-19. Et il y a des problèmes, il y a eu des problèmes graves au niveau à la fois de la question de la vaccination pour les pays en voie de développement, sur la question de l'aide, beaucoup d'autres problèmes. Il ne faut pas ignorer la situation, il peut passer une éponge rapidement. Il reste que, effectivement, on aurait mal imaginé que le G20 se réunisse, comme le G7 du reste, se réunissent actuellement sans évoquer la question ukrainienne, ce d'autant plus que dans l'un et dans l'autre organisation, ou du moins rencontre intergouvernementale, effectivement, les pays occidentaux sont ceux qui se sont soulevés contre la Russie et qui ont pris des engagements de coopération, enfin d'aide à l'Ukraine, d'aide militaire à l'Ukraine, et qu'il ne fallait pas s'attendre justement un dialogue de gens de bonne politesse, même si on est dans un circuit de diplomates. La preuve, c'est que M. Lavrov a quitté à plusieurs reprises la conférence, quand la ministre allemande a pris la parole, quand le Blinken a évoqué a critiqué la Russie, quand le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine en visioconférence est intervenu. Donc, il est clair que même la Russie s'attendait que le problème fondamental va être la question de l'Ukraine. Oui. Maintenant, quel est le bénéfice de cette rencontre-là? Il n'y a aucun bénéfice puisqu'il n'y a aucune rencontre bilatérale entre le ministre russe et les autres ministres. Aucune. Bien pire, on le voit, puisque M. Lavrov a déclaré que nous ne courons pas pour avoir une rencontre avec les Américains. Oui. D'accord. Et donc, apparemment, il y a eu une demande de la part des États-Unis de rencontrer M. Lavrov, mais que les Russes ont refusé, comme ils ont refusé d'écouter la ministre des Affaires étrangères allemande pour des raisons qu'on connaît, qui sont la question de l'attitude versatile des autorités allemandes sur la question de l'oléoduc Stream 2. Voilà. Monsieur Tawfiq Hamel, peut-on dire que cette crise ukrainienne, comme disait donc Monsieur Abdelhak Mekki, s'est imposée et qu'elle est devenue, elle, le sujet central ou le thème central, alors que Dieu sait qu'il y a d'autres thèmes? Alors, elle s'est imposée pour une simple raison, parce que les pays occidentaux, les pays les plus importants en Occident, ont voulu que la crise ukrainienne soit l'objectif principal.
Sauf que si vous regardez les pays occidentaux, ne représentent pas vraiment ne représentent pas même pas la moitié de la population mondiale. Après, de mon point de vue, il faut voir la question du G20 dans un contexte beaucoup plus global qui est celui de la paralysie et ou la faillite des systèmes, des institutions internationales. Il faut se poser d'abord la question pour quelle raison le G20 a été créé. En tout cas, les premières réunions ont apparu à partir de 1999. Ce n'est qu'à partir de 2008 que le G20 commence à se réunir au niveau des chefs d'État. En fait, globalement, c'est le système onusien, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'ONU. Si ces institutions ont fonctionné, on n'aura pas besoin de créer une nouvelle institution, une nouvelle instance qui est le G20. Le G20 a été voulu comme un moyen justement de s'adapter à des nouvelles réalités internationales. Il suffit juste de faire une comparaison par rapport à la création de l'ONU. L'ONU a été créée, lorsqu'elle a été créée, il y avait 51 États et actuellement on est à presque 193 États. Oui. Et on se retrouve avec la même institution. Le Conseil de sécurité de l'ONU, depuis des années, on demande, en particulier les pays du Sud, demandent la réforme du Conseil de sécurité pour que les pays du Sud, en particulier l'Afrique, soit représentés, mais on n'a rien fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des institutions qui existaient auparavant pour assurer un rôle particulier, mais le fait qu'il n'y a pas de réforme, alors que la réalité politique, sociale et géopolitique a beaucoup changé, comme on n'a pas apporté des réponses concrètes, et on a créé le G20. Et on se retrouve avec le G20, avec certains États qui maintiennent toujours leur rôle, et pas en particulier les pays occidentaux. Il suffit juste de voir la façon dont la Russie a été exclue du système de SWIFT pour comprendre le poids des États-Unis et les pays occidentaux dans les institutions internationales. Ce que je veux dire, c'est que d'une part, les pays du Sud sont intéressés par d'autres problématiques en ce qui concerne, par exemple, le réchauffement climatique avec toutes les implications sur l'agriculture dans les pays africains, par exemple, sur la question de la pauvreté, sont très, très intéressés en tout cas, par des solutions à ces problèmes. Sauf que pour les pays occidentaux actuellement, pour les pays occidentaux, l'objectif principal, c'est comment isoler la Russie. Oui, très bien. Monsieur Tawfiq Hamel, justement, ce sentiment était très perceptible, celui de vouloir isoler coûte que coûte la Russie et de lui faire transmettre un message d'isolement, comme un petit peu l'enfant damné de ce G20. Monsieur Abdelhak Mekki, Anthony Blinken, comme vous le disiez tout à l'heure, s'est adressé à son homologue russe, pas directement, mais via des déclarations. Oui, voilà. Il a exigé justement du G20 que Moscou autorise les expéditions de céréales depuis l'Ukraine. Ceci rappelle un petit peu l'appel du G7 qui a également accusé la Russie de menacer, je cite, la sécurité alimentaire dans le monde. Pourquoi veut-on absolument acculer la Russie ? Et avant de vous répondre, permettez-moi juste de faire une ou deux petites remarques. Allez-y. La première des choses, tout ce qu'a évoqué votre invité, Monsieur Tawfiq. Il manquait une perspective historique, c'est-à-dire que tous les problèmes internationaux ont été discutés au sein des Nations Unies et des organisations internationales, et que pour voir qu'il y avait efficacité du système des Nations Unies, par exemple, le processus de la décolonisation est un processus de succès des Nations Unies, comme le maintien de la paix et les politiques de désarmement. C'est les Nations Unies qui ont été à l'origine, bien sûr, grâce à la volonté des États aussi, de ces initiatives. Donc le résultat, le G20 n'a pas été constitué précisément pour régler ces problèmes, le G20. Le G20 a été une réaction, où l'élargissement du G7 a été une excuse simplement pour dire que nous ne devons pas être que le G7 pour discuter du monde. Si vous vous rappelez, donc les débuts votre interlocuteur s'est trompé de date, de 1999, c'est le G7, 2008, c'est le G20. En fait, parce que les pays en voie de développement ont eu des critiques à l'égard du G7, c'est que le G7 se préoccupait que des problèmes occidentaux, en quelque sorte. D'où, après, il y a eu le G8 en intégrant la Russie pour des problèmes géostratégiques.
Mais après, Ça s'est vu les élargi. critiques des pays du tiers-monde et la question du Nord-Sud qui était déjà assez brûlante à cette période-là, le G7 a décidé de s'élargir et c'est une initiative, il faut le dire, de Nicolas Sarkozy en 2008. Et donc, on a élargi le G7. Mais le G20, plutôt le G7 effectivement, c'est qui est devenu le G20. Mais il faut dire une chose, que le G20 n'a pas réglé grand-chose depuis Jusque-là. son existence. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas préoccupé des vrais problèmes internationaux, mais ça a été une sorte, de mon point de vue, une sorte de vitrine pour dire oui, mais le monde des pays en voie de développement se préoccupe également de la politique internationale, mais il n'y a eu aucun résultat, ni sur la question d'Israël, ni sur la question des conflits africains, ni sur la question justement de l'Irak et de la Libye, etc. Et on voit qu'effectivement, c'est juste un panel dans lequel on venait discuter, et un point c'est tout. Et sur le résultat, c'est clair, ça n'a pas abouti à une meilleure, par exemple, politique d'aide au développement, d'aide publique au développement de la part des pays développés. Ça n'a pas abouti grand-chose. Oui. La question, c'est qu'on a voulu donner par cette institution l'idée que lorsqu'on parle monde, on ne parle pas simplement que le monde du G7, c'est-à-dire des pays occidentaux. On a intégré aujourd'hui le monde parce qu'en fait, moi je me rappelle, j'étais l'un des critiques de cela, quand j'étais à Genève, etc. On disait, mais attendez, quand vous parlez du monde, vous parlez que du monde occidental. Le monde, c'est 193 pays, et donc vous n'êtes que 7 ou 10. Donc la question, elle est là. C'est les puissants de ce monde, monsieur Abdelhak Mekki. Pardon? C'est les puissants de ce monde. Voilà, les puissants de ce monde qui ne se préoccupent pas réellement de notre monde, du monde du tiers-monde, il faut le dire. Sinon, pourquoi il y a eu le mouvement des non-alignés, de l'afro-asiatisme, etc. Et rappelez-vous, l'Algérie a joué un rôle en 1974. On a été pour dire, vous êtes en train de faire une politique qui n'est pas bonne, parce que en fait, il y a les pays pauvres sont encore pauvres et vous êtes plus riches encore qu'avant. Et puis bon, après, vous rendez compte de tout ce qui se passe comme mouvement, la question palestinienne, la question irakienne, la question du Timor, du Tonga, etc. Donc toutes ces questions-là, sans parler des questions des Caraïbes où de temps en temps il y a des mouvements dans le cadre de la politique française. Oui. Donc il faut être réaliste là-dessus. Maintenant, je réponds à... Pour revenir à notre question, oui, monsieur Abdelhak Voilà, Mekki. je réponds à votre question. Si vous me la rappelez... oui, bien sûr, avec volontiers. Je disais que le secrétaire d'État donc américain Anthony Blinken, avait demandé ou exigé du G20 qu'elle oblige un petit peu la Russie à débloquer le blé. Et dans ces cas-là... En fait, moi, quand j'ai lu ça, franchement, j'ai dit c'est... l'hôpital qui se fout de la charité, si vous me permettez l'expression. Oui, allez-y. En fait, qui a créé les crises alimentaires jusqu'à maintenant? C'est les pays occidentaux, c'est pas la Russie. La Russie est en guerre avec l'Ukraine. Donc, elle est en guerre pour un autre objectif qui est provoqué précisément par la politique stratégique de l'Occident et notamment de l'OTAN en ce qui concerne les frontières russes. Et que Poutine a expliqué, je ne sais pas si c'est vrai totalement ou pas, mais en tous les cas, le sentiment des Russes, et j'ai voyagé en Russie pour comprendre qu'effectivement ça existe aussi au sein des populations, le sentiment des Russes, c'est qu'on s'est moqué d'eux quand on leur a proposé le libéralisme, et que pour certains, en tous les cas, et qu'en fait, ils étaient un peu mieux dans le communisme, même s'il y avait des problèmes internes au communisme, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que des années durant, ils ont vécu une vie difficile, une crise financière qui n'a jamais eu lieu dans aucun autre pays, où on n'arrivait pas... D'ailleurs, quand j'avais été, moi, comme professeur invité à Moscou, à l'époque, en 99, il y avait les enseignants de l'université ne touchaient pas leur salaire pendant 9 mois. D'accord? Donc, il y a cette
aspect psychologique dans la population russe et au sein de l'ensemble des gouvernements russes qui se sont succédés avec Primakov, etc. Oui. Et de ce fait, la Russie, elle s'est sentie dans l'affaire de l'Ukraine, notamment du Donbass, et dans cette histoire de la politique ukrainienne en ce qui concerne l'usage de la langue russe, puisqu'on voulait l'interdire, etc., et le coup d'État qui a eu lieu, entre guillemets, en Russie, qui a amené les gens plus favorables à l'Union européenne et à l'Occident, au pouvoir, c'est cette situation qui est à l'origine de la guerre, Oui. c'est-à-dire de l'opération militaire. Moi, je tiens compte de ce que disent les autorités russes, et je regarde que certains journalistes ou certains observateurs avec une conscience professionnelle et humaine réelle ont dit, mais voilà, l'Occident a négligé totalement la situation des gens du Donbass où il y a eu 14 000 morts, etc. Donc il y avait des raisons fondamentales pour la Russie. Pour l'opération russe, oui. Voilà, d'aller sauver cette population qu'il a eue. Maintenant, la question de l'Occident, elle est claire. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'avec les sanctions, ils allaient avoir des résultats probants. Or, de plus en plus, on se rend compte que toutes leurs sanctions n'ont donné aucun effet sur la Russie, parce que la Russie, tenant compte de toute l'humiliation qu'elle a reçue, elle s'est organisée à l'avance pour ne pas subir toutes les sanctions. Et je me rappelle que en 2014, j'avais fait une chronique à la radio Algérie Internationale sur la question de la Crimée et du Donbass, et en disant, en fait, la réaction de Poutine, elle tient compte parce qu'il est habité par la représentation sociale de son pays, c'est-à-dire de toute l'histoire de la Russie. Oui. Et Poutine avait si je puis dire, derrière la tête, il avait cette histoire de Pierre le Grand qui voulait en faire de la Russie un grand pays de l'Europe, de toute l'Europe, d'accord? Et qu'il l'avait proposé. Moi, je me rappelle à Saint-Pétersbourg, dans une rencontre avec Emmanuel Macron, il l'a proposé en disant à Macron d'une manière évidemment amusante, je dirais à mon ami Emmanuel que la Russie est capable de défendre toute l'Europe avec sa position militaire. Et Emmanuel Macron lui a répondu tout autant avec beaucoup d'humour également en disant, je rappelle à Vladimir que la France est une puissance nucléaire. Donc ça veut dire, et je crois que c'est ce qui avait derrière la tête de Macron de chercher la négociation le plus possible avec la Russie, c'est que tous les deux comprenaient, à mon avis, comprennent même jusqu'à maintenant que la Russie deviendra une nation européenne. Très bien, Monsieur Abdelhak un jour ou l'autre, peu importe lequel. Oui. Je crois que le message est passé, M. Abdelhak Mekki. Je vais un petit peu reposer cette question à M. Tawfiq Hamel. M. Tawfiq Hamel, je disais, les Occidentaux se sont un petit peu donné le mot. En tous les cas, c'est l'impression qui transparaît pour jouer tous la même note contre la Russie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? D'autant plus que, en assistant par vidéoconférence, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, alors qu'on va voir à l'instant, Dimitro Kuleba, avait dit que la Russie n'avait pas sa place aujourd'hui dans ce G20. On l'entend et on revient, M. Tawfiq Hamel. Pour être honnête, je pense qu'après tout ce que la Russie a fait au cours des 6 derniers mois, elle n'a plus sa place dans aucun forum international. Un pays engagé dans une guerre d'agression contre son voisin et dans des crimes d'atrocité de masse contre des civils ne devrait se voir offrir qu'un seul siège, un siège au procès de la justice internationale. Monsieur Tawfiq Hamel, alors on peut dire que les hostilités ne se cachent pas. Au fait, l'Occident fait front uni contre la Russie. Est-ce que c'est à ça que sert aujourd'hui ce G20? Alors, effectivement, globalement,
la Russie n'a pas vraiment fait pire que les États-Unis. Il suffit juste de voir la situation de l'Irak, de l'Irak par exemple, de la Libye. On ne peut pas dire que vraiment la Russie a fait pire que les États-Unis. Ensuite, si on revient, il y a juste cette tendance parfois à traiter et aborder la politique américaine et la politique des autres pays, en particulier non occidentaux, sur la base de critères différents, mais sur le fond. Les deux États ont mené des politiques globalement qui ne sont pas soutenues par les pays du Sud. Parce que même dans le cadre de la Russie, par exemple, la Russie ne peut pas vraiment prétendre qu'elle s'est approprié les principes des pays du Sud à partir du moment où les troupes russes ont envahi l'Ukraine. Parce que l'un des principes fondamentaux des pays du Sud, justement, c'est les problèmes de non-ingérence et la résolution. Cela dit, pour les pays du Sud, quel que soit le rôle de la Russie, a toujours été perçu comme une puissance d'équilibre dans les relations internationales. Le fait que la Russie existe, ça permet d'équilibrer leurs relations avec les pays occidentaux, en particulier la Grande-Bretagne, les États-Unis. Ça, en tout cas, globalement, ça reste une puissance d'équilibre aux yeux des pays du Sud. Alors, le G20... Pour les pays occidentaux, ça devrait au moins être un forum pour dénoncer la Russie et acquérir plus de soutien des pays du Sud. Même la responsable du pays organisateur, certes, elle a montré une certaine neutralité active dans le sens où elle demande à l'arrêt des combats, mais globalement, elle n'a pas dénoncé la Russie directement. Ça fait partie des pays du Sud. Il y a cette volonté de rejeter l'ingérence et de privilégier des principes de résolution pacifique des conflits parce que c'est leur intérêt de dicte. Mais d'un autre point de vue, c'est difficile de dire aujourd'hui que la Russie est isolée sur la scène internationale. Il suffit juste de voir Elle est isolée au sein du G20. Il y a eu une tentative d'intimidation, pardon. Effectivement, il y a une tentative d'intimidation d'une part, mais la Russie, il suffit juste de voir, la Russie fait partie des membres du BRICS. Les BRICS représentent 41% de la population mondiale et 25% du produit mondial brut. C'est difficile de dire que la Russie est isolée. Certes, est isolée d'un point de vue occidental. On essaye de l'isoler et de l'affaiblir. Cela fait partie de la guerre psychologique, de la guerre économique. À partir du moment où on ne peut pas soumettre la Russie militairement, parce que là, si on essaye d'engager un conflit militaire avec la Russie, on peut s'attendre à un conflit majeur, peut-être nucléaire, ce que tout le monde essaye d'éviter. À partir de là, la meilleure façon, c'est d'opter pour des stratégies indirectes, notamment sur le plan économique, notamment sur le plan politique. On essaye d'isoler la Russie. De mon point de vue, pour l'instant, c'est la stratégie des pays occidentaux concernant la Russie. Après, il y a d'autres facteurs. Il y a la question de la Chine qu'on a inclus dans cette problématique, parce que derrière la Russie, on essaye évidemment de discréditer la voix de la Chine, parce que la Chine, qui s'est toujours prétendue comme un pays du Sud, et il y a un certain prestige, en tout cas la Chine a un certain prestige au sein des pays du Sud, et ça va être ça va être un moyen justement de discréditer la Chine et de l'isoler avec la Russie. Parce que pour les pays occidentaux, il y a deux États qui présentent véritablement un véritable poids, la Russie et la Chine. Si on arrive à isoler ces deux États, ça va être beaucoup plus facile ensuite de mener la politique internationale telle que les Américains le souhaitent, comme ça a été fait pendant les années 90. Oui, très bien, M. Tawfiq Hamel. Donc, peut-être une dernière question que je vais poser à M. Abdelhak Mekki, mais je vous demanderai, M. Abdelhak Mekki, d'être très bref, parce que j'allais dire finalement à quoi aura servi ou a servi ce G20, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de conclusion, puisqu'il n'y a pas eu vraiment de rencontre bilatérale de ministre à ministre entre les chefs de la diplomatie. Vous savez que Lavrov a été boycotté par tout le monde. Alors, je dis, à quoi finalement aura servi ce G20 ? Je ne sais pas si Lavrov a été boycotté par tout le monde. C'est Lavrov qui a décidé de Je parle du bloc occidental.
qui a décidé de ne pas assister à certaines conférences. Oui. Le succès qu'a eu la Russie dans le G20, elle a un succès sur tous les pays occidentaux. Oui, il ne nous reste plus beaucoup de temps, M. Abdelhak Mekki, donc oui, mais faisons très bref. Oui, allez-y, brièvement, et absolument. Faites-le. C'est le fait, justement, que l'Indonésie a dû lancer l'invitation à la Russie et que malgré les oppositions des pays occidentaux, c'est-à-dire qu'elle a observé une certaine neutralité. Et que je rappellerai, juste puisque vous êtes obligé de rendre l'antenne, mais juste rappeler, il y a eu un vote au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies. On n'aura pas le temps de tout faire, qui a démontré que la Russie n'est pas isolée du tout dans le monde. Voilà. C'est le contraire. Et il faut que les Occidentaux arrêtent de faire de l'information une propagande en créant des situations qui n'existent pas dans la réalité. Très bien. Merci beaucoup, M. Abdelhak Mekki. Je rappelle que vous êtes politologue algérien. Merci beaucoup, M. Tawfiq Ahmed, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes enseignant universitaire et versé dans les questions internationales. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.